10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, nous sommes ensemble pour le 10h midi et pour commenter l'actualité, pour débattre aujourd'hui. Hassan Amou, responsable associatif, fondateur du collectif marseillais Trop Jeune pour Mourir. Bonjour. Bonjour. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Michel Pouzol, ancien député PS, membre de Génération, c'est le mouvement de Benoît Hamon. Bonjour. Et Fergan Aziari, bonjour, délégué général de l'École de la Liberté, chargé d'études à l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonjour à vous. Plusieurs sujets aujourd'hui. Thierry Breton proposé par Emmanuel Macron à la Commission européenne. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un choix judicieux? Est-ce qu'il prend des risques à nouveau? Est-ce que, on attendait une femme, c'est un homme? Est-ce qu'il a le profil pour remplir cette fonction? On en parlera avec vous. Grève, retard, mauvaise gestion pointée par la Cour des comptes. Intempéries, SNCF, le grand malaise. Les TER en particulier sont épinglés par la Cour des comptes. Et puis, pompiers, infirmières, politiques, à qui faites-vous le plus confiance? On en parlera, c'est un sondage. C'est pas brillant pour les politiques et les journalistes, quoique certains journalistes font partie du trio de tête des gens à qui vous faites le plus confiance. Je pense à Michel Simès ou à Élise Lucet, mais arrive en tête le Dalai Lama, qui n'est pas très présent dans nos débats, mais c'est lui qui arrive en tête. On en reparlera tout à l'heure. Commençons, je ne sais pas, qui veut commencer? Michel Pouzol, votre coup de gueule? Oui, alors mon coup de gueule, il est c'était sur la suppression exactement. Annoncée de l'Observatoire de la pauvreté. Voilà, suppression annoncée de l'Observatoire de la pauvreté. Donc encore une fois, ce gouvernement, cette majorité, a décidé de casser un thermomètre pour juger que le malade allait mieux. Non, c'est un vrai scandale parce que ce sont des observatoires. Enfin, il y a aussi celui sur la délinquance, il y a aussi celui sur les sectes qui vont être supprimés l'année prochaine. Ce sont des sujets extrêmement importants. Ce sont des observatoires qui font un travail de recensement et d'analyse extrêmement précis, nécessaire. Enfin, aujourd'hui, il y a 9 millions de pauvres en France, dans notre pays. Des pauvretés, non plus la pauvreté, puisque maintenant on a des cas très très différents suivant et les territoires et les populations. Il y a une grande précarisation. Eh bien, Macron qui disait il y aura plus un seul SDF à la rue dans 2 ans, va fermer ces observatoires. Je trouve que c'est de la politique. C'est irresponsable. Heureusement qu'on a des associations encore comme la Fondation Abbé Pierre. J'espère que Et pourquoi est-ce qu'on supprime toutes ces... Alors, l'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'on supprime toutes les administrations qui emploient moins de 100 personnes. Donc on voit que là aussi il y a une vraie vision de la société, c'est-à-dire c'est juste de la comptabilité. Alors j'imagine que moi je siège encore au comité pour le logement des personnes en grande difficulté ou en exclusion, où tout le monde est bénévole, où il doit y avoir 2 salariés, qui ne coûtent rien, mais qui permet par exemple de suivre l'évolution du DALO, l'évolution dans les quartiers, dans certaines situations, de faire des rapports. J'imagine que ça aussi sera dans le collimateur. Bref, c'est de la politique à la petite semaine, comptable, et surtout c'est une vision technocratique des choses, c'est-à-dire qu'on a des experts qui travaillent au quotidien, qui donnent des rapports très importants sur des sujets qui sont fondamentaux, et on va supprimer ça. Bon, écoutez, moi je dis tout le temps, on ne veut pas éradiquer la grande pauvreté dans ce pays, parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour le faire. C'est la preuve, s'il en était, qu'il n'y a effectivement aucune volonté politique de s'attaquer à ce sujet-là. Il y a eu cet observatoire a produit des documents qui ont été suivis des faits ou pas? Alors, parce que c'est toute la question aussi. Alors après, c'est... Cet observatoire, a produit des documents extrêmement importants qui permettent de connaître la situation sur le terrain réel. La question, elle est là. On a un auditeur qui nous dit plutôt qu'observer, agissons, les situations sont connues de tous. C'est un petit peu alors, d'abord, c'est pas vrai. Les situations ne sont pas connues de tous. Ça, il faut arrêter d'enfoncer les portes ouvertes, sinon on aurait plus avancé. Et on voit bien que d'ailleurs, elles ne sont pas si connues que ça, puisque les propositions qui sont faites, et notamment le pastiche du revenu universel que veut faire le gouvernement, on voit bien que c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui va précariser encore les plus pauvres, qui va encore mettre des gens dans la rue. On voit bien que les nouvelles règles d'assurance chômage vont remettre encore dans la précarité 200 000 chômeurs de plus. Donc non, le travail d'analyse n'est pas suffisant, n'est pas assez précis. Cet observatoire est un outil extrêmement important. Tous les acteurs qui luttent réellement contre la pauvreté en sont convaincus. Il y a d'ailleurs une tribune qui a été signée, je crois, je ne sais plus si c'est dans Le Monde ou Libération aujourd'hui là-dessus, par des acteurs incontournables de ce secteur-là. Voilà, c'est de la gestion de la petite semaine, c'est l'inverse d'une politique cohérente et réfléchie. Je sens que vous êtes en colère. Un peu. Fergan Aziari.
Alors, mon coup de gueule, moi, porte sur la question du logement qui n'est pas du tout abordé pour les municipales, et c'est quand même assez curieux parce que on vit dans un pays somme toute assez jacobin, assez centralisé, où toutes les décisions se prennent à Paris. Les maires n'ont pas beaucoup de pouvoir, et en fait il est un secteur où ils ont pas mal de pouvoir, c'est le logement. Et moi je suis assez étonné de voir que ce seul pouvoir ne fait l'objet d'aucune discussion dans la sphère médiatique en dépit des élections municipales. Alors qu'aujourd'hui, tous les experts savent que la crise du logement, elle est aussi en partie due à cause des maires, à cause des communes qui mettent en œuvre des restrictions foncières assez fortes, qui réduisent la capacité du secteur privé à construire davantage de logements. Il y a d'ailleurs une donnée qui est bien connue, c'est qu'à chaque période électorale, les permis de construire s'écroulent parce que les maires sont incités politiquement à construire le moins possible. Alors, moi, je voudrais qu'on lance le débat parce que le logement, c'est quand même une question importante. C'est un facteur de paupérisation assez important, puisque l'explosion des prix de l'immobilier, il y a plein d'études qui vous le montrent, a effacé pas mal d'avantages de la croissance économique ces dernières décennies en étranglant une grande partie des classes populaires et de la classe moyenne. Moi, j'ai une proposition simple et qu'on peut débattre, c'est réduire les pouvoirs des maires dans leur faculté à restreindre les constructions de logements. Pourquoi pas les exproprier du pouvoir d'octroyer des permis de construire ? Pourquoi pas ne pas discuter de la pertinence de ces compétences qui aujourd'hui nuisent au pouvoir d'achat des Français ? Oui. Un commentaire ? Oui, un petit commentaire. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu mon coup de gueule du départ sur la pauvreté. Moi, je lutte pour l'inclusion par le logement et pour qu'on ait des politiques d'inclusion sociale qui commencent par le logement. Housing first, ça s'appelle comme ça aux États-Unis. Je trouve que c'est vachement important. Après, je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée des maires. Il y a quand même une donnée statistique en France qui est terrifiante, c'est que les maires, et notamment en Ile-de-France, qui jouent le jeu de la construction, qui jouent le jeu du logement, qui jouent le jeu de la mixité sociale. Et moi, je travaille dans une ville de Seine-Saint-Denis, à Bondy, je le vois. Mais je viens de Brétigny, où j'ai eu un maire qui a vraiment fait le travail qu'il fallait faire là-dessus. Eh bien, les électeurs leur donnent tort, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie frilosité des populations. Voilà, exactement. Terrible là-dessus. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un sujet qu'il faut remettre au cœur de notre débat, et notamment au niveau municipal. Laurent Jacobelli, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Bien sûr que non. Le maire a un rôle à jouer encore aujourd'hui, et notamment de savoir ce qui se construit ou ce qui ne se construise pas sur la commune, qui vient habiter ou qui ne vient pas habiter sur la commune. Ce sont des questions qui dépendent aujourd'hui du maire, et c'est sain, parce qu'il respecte le mandat que lui donne la population, la feuille de route que lui ont donné les électeurs, et puis parce qu'il connaît son terrain, parce que c'est pas un préfet qui va décider on va construire telle habitation à tel endroit. C'est au maire qui connaît sa population, qui connaît sa géographie, qui connaît les mouvements sociologiques de sa municipalité. Donc je pense qu'il faut surtout pas toucher à ça, et puis il faut arrêter de vouloir imposer notamment certains logements sociaux à certaines communes, parce que parfois ça fait des dégâts, et que la bonne intention qui est à l'origine débouche sur une incompréhension et une incapacité à vivre les uns avec les autres. Bon. Oui, Hassen ? Non, simplement pour faire un rappel à notre ami, moi je suis pas pour qu'il y ait les maires et les pleins pouvoirs sur leur territoire, parce que nous on a subi un drame, notamment à Marseille, de la rue d'Aubagne, qui a marqué notre territoire, et qui justement, quand on prend pas du tout à bras le corps le sujet du logement social dans nos villes, on en arrive à des situations invraisemblables, où on a des marchands de sommeil qui profitent de cette misère-là, de ce manque d'offres de logement qui devrait être une responsabilité des maires. Mais la faute à qui, ce manque d'offres ? La faute à qui ? La faute aux maires qui, justement, aujourd'hui, ne construisent soit pas assez de logements sociaux, soit ne les rénovent pas dans les temps ou dans les conditions qu'il faudrait. Ou soit on empêche le parc locatif privé de se développer aussi. Alors, aujourd'hui, il y a une règle qui dit pour un logement ou un immeuble démoli, je crois qu'il faut en reconstruire un. On ne peut plus réduire. Ça, un pour un. Voilà, un pour un. Mais la vérité, c'est que c'est encore trop peu. C'est encore trop peu compte tenu de la demande. Et qui c'est qui profite de ce manque d'intervention ? Finalement, ce sont les marchands de sommeil. Et donc c'est pour ça, c'est-à-dire qu'à force de vouloir mettre certains sujets sous le tapis, il faut savoir qu'il y a d'autres réseaux qui s'organisent tranquillement et qui vont diriger des pauvres familles dans des taudis, et après on se retrouve avec des drames de la rue d'Aubagne dont plus personne ne veut voir sur le territoire. Laurent, Jacobelli, votre coup de gueule ?
Oui, moi je voulais lancer un coup de gueule contre le retour en force du vieux monde, de ces vieilles pratiques, avec en plus de l'arrogance et du cynisme. Je voulais parler de la carte judiciaire. Vous le savez probablement, la chancellerie a demandé à ce que le spécialiste de la carte électorale de La République En Marche participe au comité de pilotage pour la nouvelle carte judiciaire. En gros, ça veut dire quoi ? Vous savez qu'il y a des juges d'instruction qui vont être, des postes de juges d'instruction qui vont être supprimés dans certaines communes. Et bien, La République En Marche va faire en sorte que ce ne soit pas dans les communes gagnable au municipal par ce même parti, le parti du président de la République. C'est du tripatouillage comme on n'en avait pas vu depuis des années, qui est très inquiétant. Parce que c'est une instrumentalisation de la justice. On a vu que le gouvernement n'avait pas peur d'instrumentaliser la police pour charger ses opposants politiques. On voit aujourd'hui qu'il essaye d'instrumentaliser la justice pour gagner des municipalités. C'est la preuve d'un gouvernement aux abois. Ils ne vont pas gagner sur leur bilan. Ils savent qu'ils ont échoué dans beaucoup de domaines, social, identitaire, territorial, qu'ils risquent de se prendre une belle fessée au municipal. Et donc, ils emploient des moyens détournés pour essayer de gagner. Franchement, c'est pas à la hauteur de l'ambition qui nous était annoncée. Et puis, c'est vraiment le pire du vieux monde fait par des gens qui nous avaient promis le contraire. Hier, Nicole Belloubet, sur Sud Radio, a affirmé qu'il n'y aurait pas de favoritisme. Oui, elle a aussi panié le fait qu'il y ait eu cette note et elle semblait dire en fait que c'était pas si anormal que ça qu'il y ait une intervention. Très franchement, il y a une part de cynisme qui est inacceptable. Vous évoquez le Canard enchaîné, à lire dans le Canard enchaîné également ce petit article qui explique que Christophe Castaner, vous vous souvenez, avait évoqué un attentat déjoué et le Canard enchaîné s'est renseigné pour savoir quel était l'ampleur du projet terroriste. Et en fait, c'est un individu qui avait envoyé un SMS à un copain en disant il était en train de s'organiser pour cela. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Mais visiblement, il était assez loin de Ben Laden et des terroristes du 11 septembre, puisque visiblement, d'après le Canard, ce sont 3 pieds nickelés qui ont été arrêtés, qui est toujours visiblement en prison, mais voilà, c'était, en tout cas, ça peut rassurer d'une certaine manière de savoir que c'était à l'état embryonnaire. Menteur et tripatouilleur, c'est vraiment pas très beau de la part de notre gouvernement. Non, mais c'est 3 pieds nickelés qui sont à la hauteur des compétences de notre ministre de l'Intérieur. Donc ça va, on reste entre gens du même niveau. Les pieds nickelés attirent les pieds nickelés, c'est ça que vous voulez dire ? C'est un peu Allez, ça. je le dis pour vous. Je le redis, comme je le dis à chaque fois, parce que ça fait un moment, mais il faudrait vraiment, pour la République, pour la démocratie, que Castaner quitte ses fonctions. Franchement, il n'est pas... Voilà, c'est un jeune qualifié d'immature qui se vante de préparer un truc plus grand que le 11 septembre. Il en fait des tonnes, il précise qu'il a une arme et il tente de recruter des complices donc sur les réseaux sociaux. Le trio va se mettre en quête d'un arsenal en vain. Aucune ébauche de plan de vol, encore moins d'un détournement. Par prudence, la DGSI a donc décidé de les arrêter et un seul est en prison pour l'instant. Voilà. On va marquer une petite pause puis je vous donne la parole à Seine pour votre coup de gueule qui fera peut-être débat, je pense. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Va-t-on vers un deuxième échec pour Emmanuel Macron ? On peut se poser la question après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard pour le poste de commissaire français. Emmanuel Macron a proposé hier la candidature de Thierry Breton, donc ancien ministre de l'économie, donc comme membre de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, la future présidente de la Commission européenne, a déjà approuvé ce choix. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il est compétent ? Certains parlent de conflit d'intérêts. On rappelle qu'il est le patron d'une entreprise du CAC 40 qui reçoit des subventions européennes. Évidemment, il va démissionner de son poste. Un grand patron en politique, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est de l'ancien monde ? Bon, la vérité, c'est que Macron devait avant le choix de Goulard, le choix de Philippe, c'était apparemment Barnier. Oui. Il se trouve que comme il a fait appel à voter pour François Bellamy, donc Macron s'est ravisé et donc a poussé celle de Thierry Breton aujourd'hui. Avant lui, Sylvie Goulard. Moi, ce qui m'étonne un petit peu dans le procédé, à vrai dire, certes, le personnage doit avoir de l'expérience puisqu'il a un parcours quand même assez impressionnant, mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron aujourd'hui se tourne vers le comment on appelle ça, les vieux de la vieille de la politique française pour porter en tout cas son envie de renouveau. Je trouve ça un peu étonnant comme choix, mais bon, s'il estime qu'il est utile.
Alors, oui, c'est un choix. Alors, au-delà de l'homme, Monsieur Breton, qui a un CV effectivement assez intéressant, et puis je ne veux pas lui faire de procès d'intention, mais on voit bien que ce processus de désignation des commissaires européens est franchement pas très démocratique et ne correspond pas vraiment à l'aspiration des peuples. Monsieur Breton, c'est vrai, dirige la société Atos, qui est financée et qui est même fournisseur de l'Union européenne. Ça pose quand même une question de conflit d'intérêts. On verra bien, je ne l'accuse pas, mais ça pose une question, et c'est quand même dommage, 2 fois de suite, d'arriver sur la même question et le même problème après Madame Goulard. Ensuite, son profil, c'est un homme d'affaires, c'est un homme d'argent, et c'est pas du tout une critique, il a réussi dans son domaine, mais on voit bien qu'il y a une forme de consanguinité entre ces gens qui manient de grosses sommes d'argent, qui manient des grosses affaires, et qui après arrivent à la tête d'une commission européenne qui est elle-même vérolée par l'influence des lobbies, c'est-à-dire qu'il y a quand même un soupçon de renvoi d'ascenseur permanent. Et moi, j'aurais été Monsieur Macron, j'aurais fait un choix beaucoup plus audacieux. J'aurais pris quelqu'un, effectivement, qui n'était pas marqué, estampillé vieux monde, parce que Monsieur Breton a travaillé avec tout le monde depuis Jacques Chirac, qui ne serait pas estampillé pouvoir de l'argent, mais j'aurais pris quelqu'un plus à même de défendre, non pas des intérêts mondialisés des grandes entreprises et des grands trusts, mais de défendre les intérêts de la France. Écoutez, je suis pas président de la République, j'ai pas forcément le nom, mais plus proche des intérêts de la France, et peut-être une politique plus plus patriote et un peu moins internationaliste. Je trouve que dans le symbole, une fois encore, il a raté une occasion. On met le grand pouvoir de l'argent qui va aller servir les intérêts des lobbies à l'Union européenne. C'est vraiment un fonctionnement, cette commission. Là, vous lui faites un procès d'intention, pour le coup. Non, mais le symbole, je vous parle du symbole depuis le début. Ça ne veut pas dire grand-chose. Le symbole en politique, c'est important. Ouais. Michel Pouzol. Oui, non, c'est très compliqué. Je regardais le parcours de Thierry Breton, justement, je revenais là-dessus, vice-président de Bull, directeur général de Thomson. Il était patron de France Télécom, ancien ministre de l'économie de Chirac entre 2000. Super bilan quand on voit où en sont ces entreprises-là. Donc déjà, c'était il y a longtemps. Mais vous savez, peut pas être responsable de tout. Un peu de mauvaise foi, France Télécom. Oui, enfin, France Télécom, c'était juste, il l'a fait rentrer dans la grande crise de l'industrie soviétisée qui. En tout cas, Bull et Thomson, les résultats, on voit ce que sont devenues ces entreprises. Après, il y a une question de savoir s'il y a effectivement un conflit d'intérêts, sachant que la société qu'il préside aujourd'hui, donc il a démissionné, si j'ai bien compris, Atos, et non seulement touche des subventions européennes, mais je crois même est cliente du Parlement, fournisseur du Parlement. Donc on va voir ça. Tout ça est fait effectivement, mais tout ça est fait dans une manière effectivement très très opaque. Enfin, je veux dire, tant que les institutions européennes fonctionneront de cette manière-là, que les désignations se font de cette façon-là. Et comment vous voulez que ce soit plus démocratique, ce que disait écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas ça ne l'est pas. L'Union européenne a retoqué via son Parlement un commissaire européen. C'est pas en France qu'on aurait vu un Parlement retoquer un ministre français. Il y a quand même un jeu parlementaire qu'on ne connaît pas très bien dans notre 5e République présidentielle. Il y a eu des dissolutions, vous êtes peut-être un peu trop jeune pour vous en rappeler, mais il y a eu des dissolutions au Parlement, il y a eu des majorités qui se sont retrouvées mises en minorité, ça a aussi existé. C'est-à-dire que la démocratie parlementaire française est l'une des... Elle est malade depuis quelques années, mais en tout cas, cette manière de faire au Parlement montre que le Parlement est toujours aussi éloigné des populations et de leur réalité, et donc je pense que la question, c'est plus le fonctionnement démocratique de l'Union européenne qui est en jeu, et en tout cas, le poids de Emmanuel Macron réel sur les institutions européennes, parce que le camouflet précédent est quand même, là pour le coup, unique et là, il a peu de risques de se voir refuser. Il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Moi, je n'ai rien contre Thierry Breton. Effectivement, quand on regarde son CV, j'ai rien pour non plus. Quand on regarde son CV, on voit que c'est un homme d'affaires assez respecté dans son milieu. Donc on devrait se réjouir d'avoir quelqu'un de cette trempe. Justement, moi, je suis assez sceptique. Il n'a qu'une obsession, le compte, la réduction des frais. C'est vraiment une vision. C'est pas quelque chose qui est forcément mauvais dans l'économie. Il faut produire au moindre coût. C'est quelque chose qui s'entend. Maintenant, moi, je suis assez sceptique sur l'opportunité pour Monsieur Breton, en fait, de briguer ce poste, c'est-à-dire moi je suis convaincu qu'il serait beaucoup plus utile à la société en restant dans la société civile, dans le monde des affaires. Là, on l'appelle à Bruxelles pour occuper un portefeuille, on va lui demander d'exécuter des tâches très improductives. La politique industrielle, c'est quoi? C'est demander à des bureaucrates de dilapider de l'argent pour des projets industriels foireux. On va lui demander on va lui demander de réglementer davantage le marché intérieur, donc d'alourdir les contraintes réglementaires et fiscales des entreprises. Donc il va être appelé à exécuter des tâches très improductives à Bruxelles. Moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus
plus utile en restant dans le monde de l'entreprise. Bon, écoutez, on verra. Il y a peu de chances qu'il soit retoqué cette fois-ci quand même. Il passera. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Allez, on va changer de sujet. On va parler de la SNCF. Le Brexit. De nouvelles grèves sont annoncées. On a et puis surtout un rapport de la Cour des comptes qui pointe la mauvaise gestion des TER. Ça vous étonne, ça vous fait sourire? Non, ça m'étonne pas du tout. On a privilégié évidemment les TGV, mais on sent que la SNCF est quand même au bord de l'implosion entre le malaise des cheminots, les problèmes d'équipement. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer à la SNCF avec Guillaume Pépi qui part la semaine prochaine? Enfin. C'est très inquiétant. Bon, Guillaume Pépi n'a pas montré qu'il était, en tout cas dans la gestion des crises, il a plutôt été bon ces dernières années, on va dire. Il a plutôt été. Mais en tant que Bretignolais, je pourrais vous en parler un petit peu. Bon, à la suite de l'accident qui avait 7 morts, on ne peut pas dire que la SNCF ait été d'une grande transparence et d'une grande efficacité. D'ailleurs, elle est mise sur la sellette par les dernières études. Non, mais ces derniers temps, là, voilà, le choix, de toute façon, il va être remplacé. La vérité, c'est qu'effectivement, il y a eu des choix stratégiques ces 10 dernières années, même plus, de privilégier le TGV au détriment des lignes TER, des petits trains entre certains villages et certaines villes. Et la vérité dans tout ça, dans tout ce qui est prévu à la SNCF, c'est que ceux qui vont subir encore, alors que le billet de TGV est quand même relativement cher en plus, ça va être encore les usagers. Et là, le 5 décembre, alors il me semble qu'il y a un mouvement de grève aussi. Et donc on se dirige encore vers des épisodes de crise. Alors changer de capitaine pendant la crise, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais une chose est sûre, c'est que les jours qu'on nous promet ne sont pas si... Il y a un autre préavis qui a été annoncé pour le retour des vacances scolaires. À la racine de tout ça, on oublie juste une chose, mais excusez-moi, on oublie une chose régulièrement, c'est le tout TGV, ça a eu un impact, ça a eu une volonté réelle. Et on oublie d'où elle vient, cette politique du tout TGV. Le tout TGV, c'était le choix de la SNCF de concurrencer, non pas d'autres opérateurs, puisqu'elle avait un monopole, mais le transport aérien. C'était de mettre, de faire une concurrence sur Marseille, sur Perpignan, sur Lyon. Enfin, c'était une vision quand même assez extraordinaire de l'économie, de ce qu'elle allait devenir. À tel point qu'aujourd'hui, on a des parlementaires, vous avez vu, qui proposent que partout où le TGV est plus rapide que l'avion ou même, on interdise l'avion. Donc c'est vraiment on reproche à l'avion d'être plus compétitif. Oui, non mais cette histoire-là est complètement dingue en termes de stratégie de développement. On a laissé de compter les trains du quotidien. Notamment en Ile-de-France, parce que c'est quand même un endroit où c'est là où passe le plus de voyageurs, avec des accidents graves, comme on avait pu voir à Brétigny, parce que l'état des voies, et on le voit là aujourd'hui dans le sud, avec la météo, sont catastrophiques. Je crois que le vers 7, c'est bloqué jusqu'au 4 novembre. C'est vous dire à quel point il pleut. Bon, ça arrive, je crois, quand même, dans le sud. Voilà. Donc, on est dans une gestion qui a été catastrophique. Est-ce qu'on peut revenir maintenant là-dessus, récupérer le retard qui a été pris? C'est une autre question, parce que le retard, il se chiffre, à un moment donné, en millions, voire milliards d'euros. 1025 démissions, 34% de plus qu'en 2017. La fin du statut des cheminots, évidemment, joue un grand rôle, mais il y a également la suppression des régimes spéciaux, etc. Et il y a grève aujourd'hui, il y a une grève sauvage, une grève surprise à Montparnasse. Donc, tout ça risque de s'amplifier encore plus. Mais bien sûr, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on prend le problème par le mauvais bout. On le prend par la question financière, notamment en disant les TER sont un gouffre. Et sont un gouffre notamment parce que certaines rames de TER sont très peu empruntées par les usagers. Mais pourquoi? Quand vous prenez un train TER qui va moins vite aujourd'hui qu'il n'allait il y a 10 ans à cause de l'état des rails, où il y a une seule personne, un seul préposé pour assurer la sécurité et la surveillance, qu'il y a des retards à répétition, qu'il y a souvent des trains annulés pour cause de problèmes climatiques, c'est-à-dire que dès qu'il fait soleil, les rails s'écartent, dès qu'il pleut, les rails sont mouillés, dès qu'il neige, on ne peut plus le prendre, et bien les gens se détourne du TER pour prendre d'autres moyens de transport. Parfois, ils n'ont pas le choix. Il y a des régions qui sont aujourd'hui complètement enclavées. Sauf que le TER, c'est la vie. C'est la vie pour des milliers de lycéens, notamment dans des lycées techniques, qui ne peuvent prendre que le TER pour aller s'y rendre. Si la ligne TER ferme, c'est le lycée qui demain fermera. C'est le cas pour les personnes âgées qui n'ont pas d'autres moyens d'aller voir leur famille. Donc, au lieu de se dire le TER, aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde, comment on va faire pour supprimer des lignes, parce que c'est ça qui est dans l'air du temps, il faut se poser la question inverse. Comment on fait pour ramener les gens vers le TER? Eh bien, ça veut dire de l'investissement. Des services. Ça veut dire de l'investissement, ça veut dire une meilleure gestion. Et puis, ça veut dire aussi arrêter avec cet empilage de responsabilités.
parce que vous avez les réseaux ferrés, vous avez la SNCF, vous avez les régions, vous avez la SNCF qui se fait de l'argent sur le dos des régions, argent qui n'est pas réinvesti. Donc il faut maintenant avoir une gestion plus saine, mais arrêter d'opposer la France des TGV, celle qui réussit, la France mondialisée, celle non, mais on voit ce que dit la Cour des comptes, et la France du TER. C'est le service aux usagers qui se dégrade, les coûts sont excessifs, mais paradoxalement. Et puis c'est vital. Ça n'a rien d'étonnant. Simplement pour dire aussi une chose, excuse-moi, je te redonnerai la parole. On a aussi une question écologique sur les transports. La vérité, c'est qu'on dit le TGV, ça pollue moins, c'est une vérité. Voilà. Donc, et les trains, aujourd'hui, on est capable on produit beaucoup moins de pollution avec. Sauf qu'aujourd'hui, prendre l'avion, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins cher que de prendre le TGV, par exemple. Ouais. Et qu'on a redéveloppé justement pour les petites communes, on a redéveloppé un service de car qui avait totalement disparu ou qui commençait à disparaître. Et aujourd'hui, comme on a fait ce choix stratégique, on est en train de remettre des cars sur la route. Donc il y a une vraie question. Non, oui, c'est aberration. On a 2 appels. On a Abdelak en ligne avec nous. Bonjour Abdelak. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ça me dérange profondément. Ce pays est extraordinaire et on parle souvent de rentabilité au milieu du service public. Moi, je suis désolé, le TER, j'en ai bénéficié. J'allais dans une classe de foot études à 40 km de chez moi et j'étais super content que ça coûte moins de 10 € pour y aller. Ça coûtait peut-être 3 €. Et je suis super content aujourd'hui, à presque 50 ans, d'être un citoyen français. Je prends rarement, très très rarement, il y a 20 ans peut-être, je prends plus le train. Mais je suis super content que mes impôts servent à payer une ligne de TER qui va desservir d'autres personnes, notamment les étudiants. Il faut arrêter. Je crois qu'il y a des choix gros politiques à faire. Il y a des choses où on ne doit plus parler de rentabilité. La santé, le TER, l'armée, voilà, tout ça, on doit arrêter de parler de rentabilité, les pompiers et tout. Ça, c'est des services à la personne. On n'a plus le droit de parler de rentabilité. Tout n'est pas rentable. Si on gagne de l'argent avec TGV, c'est génial, tant mieux. Si on en gagne avec les avions, moi, je suis super heureux aussi. Mais si on en perd à d'autres, c'est pas on en perd. On doit regarder le côté service. On est des putains de citoyens qui paient nos impôts. On essaie de pleurer le moins possible. On nous le rend, on en perd. Le TER, ça en fait partie. Mais jamais de la vie, on doit sortir ça de notre société. C'est débile, quoi. Je vous conseille de regarder Complément d'enquête ce soir à 22h50. Rémi Pernelet, ce matin, nous a donné le conseil de regarder ça. C'est une enquête sur les hôpitaux. Je crois que je ne sais pas si c'est pas à Marseille où on voit carrément des murs qui suintent dans les perfusions. Donc c'est l'hôpital, l'éducation, les transports, la police, tout ce qui est les services. L'erreur majeure, c'est de penser... C'est à Nice, le complément d'enquête. L'erreur majeure, c'est de penser que le train régional, que les hôpitaux sont des centres de coûts. Ce sont des investissements. Parce qu'une population en bonne santé, c'est toujours mieux pour un pays qu'une population malade. Que des territoires vivants à l'heure de la dématérialisation, eh bien c'est une chance. On permet aux gens de mieux vivre et donc finalement, si on est cynique, de mieux travailler et de travailler à distance. Donc c'est un calcul à la petite semaine. C'est une vision très court-termiste. C'est une vision d'expert comptable, mais on a besoin d'une vision de stratège. Il faut arrêter d'être démagogique et de mépriser toujours les considérations comptables. Je veux dire, pourquoi on ne construit pas un aéroport Charles de Gaulle dans toutes les régions de France? C'est bien qu'à un moment, on veut rationaliser quand même l'offre d'infrastructure. Parce qu'on n'a pas besoin. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à un moment, on veut que l'offre d'infrastructure corresponde à une demande. Mais le TER... Et le risque, c'est que si on dépense une fortune pour répondre aux besoins d'une toute petite communauté d'usagers, eh bien c'est autant d'argent qui n'est pas réinvesti dans des services qui profitent à une plus grande communauté de personnes. Il ne faut pas maîtriser la considération comptable. Je termine, s'il vous plaît. Pas tous en même temps, pas tous. Ensuite, moi, ce que m'inspire l'état de la SNCF, c'est une citation de quelqu'un qui s'appelle Jacques Marseille, qui était économiste, qui disait « La France est une espèce d'union soviétique qui a réussi ». En fait, l'état de la SNCF montre que le soviétisme ne réussit à personne. On a eu plein de cas de services publics qui fonctionnaient très très mal il y a quelques décennies. Je prends l'exemple des télécoms, je prends l'exemple du transport aérien, on en a beaucoup parlé. Et qu'est-ce qu'on a fait pour accroître la compétitivité et améliorer la gestion de ces services? On a privatisé et ouvert à la concurrence. Et aujourd'hui, on en vient même à reprocher au secteur aérien d'être plus compétitif, trop compétitif, à tel point que certains veulent aujourd'hui taxer le transport aérien de l'économie. C'est pas possible de vendre une histoire. Ça montre que la seule manière, non, ça c'est l'idéologie libérale, point barre. Ça c'est l'idéologie. La seule manière. Non, vous faites de il n'y a pas de seule manière. La seule manière d'inciter une organisation. Pas tous en même temps. La seule manière d'inciter une organisation à se montrer plus vertueuse dans sa gestion, c'est de la soumettre à la concurrence. Vous conférez un monopole à un privatisation. Il n'a toujours aucune institution à ce genre. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Non, juste il y a une contre-vérité absolue et historique. D'abord, la SNCF a été construite comme ça avec un réseau aussi pour
des raisons d'aménagement du territoire. Exact. Pour fédérer un pays, pour fédérer une nation. C'est pas pour répondre à des intérêts particuliers de tel groupe ou tel groupe, de tel département ou de rentabilité. Ça, c'est ce qui a été fait pour le TGV, où les élus allaient dans le bureau des directeurs pour dire je veux un TGV dans ma ville, et on faisait des cadeaux électoraux. Ça, c'est la logique, effectivement, totalement libérale que vous décrivez de la mise en concurrence, c'est celle du TGV. La SNCF n'a pas été construite de cette façon-là, elle n'avait pas ces objectifs-là, et elle avait un objectif d'aménagement du territoire qui a été oublié en route. Et croyez-moi, si la SNCF n'avait pas été historiquement conçue de cette manière-là, les cheminots n'auraient pas joué le rôle qu'ils ont joué dans la libération de la France en la Deuxième Guerre mondiale. Laurent Jacobelli. Parce que vous avez mais vous avez tort historiquement, et il faut revenir à ces réalités-là. Juste un mot, il y a des limites au libéralisme et au libre-échange. Il y a un moment quand même où vous n'avez pas vécu dans une grotte pendant ces derniers mois, vous avez vu la révolte des Gilets jaunes, et une des réclamations de ces Gilets jaunes, c'était l'égalité des territoires. C'est du gaspillage. Et je vais terminer. C'était l'égalité des territoires. Et il y a un moment où cette égalité des territoires passe avant le profit. Imaginez demain que nous privatisions, que nous sous-traitions au privé un certain nombre de lignes. Évidemment, les lignes très rentables, moi j'en ai dans ma région, par exemple le TER Marseille-Nice, vous aurez une tripotée de repreneurs potentiels. En revanche, les lignes non rentables, qui n'ont comme seule mission que le service public, personne ne les reprendra. Elles sont à la charge du service public, qui se retrouvera encore plus endetté, qui se retrouvera encore moins capable de les subventionner, et donc il y aura une France laissée de côté. Eh bien monsieur, l'argent ne peut pas excuser qu'une partie de nos concitoyens vivent sur le bord de la route. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. André Berkoff prendra le relais tout de suite après. On a Jean-Marc en ligne qui voulait réagir à notre débat sur la SNCF, le grand malaise. Jean-Marc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Bonjour. Tout d'abord, j'approuve complètement l'analyse qui a été faite sur le fait que la SNCF, effectivement, c'est le maillage et le développement et le rapprochement des territoires. Maintenant, pourquoi nous sommes dans cette situation et pourquoi effectivement il y a des lignes qui aujourd'hui ne sont plus rentables? Tout simplement parce qu'il n'y a plus aucune fiabilité pour prendre le train. Absolument. Vous avez des TER, vous ne savez pas s'il va arriver à l'heure, vous ne savez pas pourquoi vous arrivez à la gare, on vous annonce le TER a été annulé, vous arrivez, on vous dit la SNCF est en grève. Pourquoi tout ce malaise? Parce qu'il n'y a plus de dialogue social dans cette entreprise. Il y a des ayatollahs de la pensée unique qui ne veulent pas se mettre autour d'une table avec la direction, qui préfèrent faire des grèves qui aujourd'hui pénalisent la SNCF. Et si on revient sur le débat que vous aviez avec la privatisation, avec la concurrence, si ça continue comme ça, ils se tirent des balles dans le pied. Et qui c'est qui pâtit de tout ça? Ce sont les usagers. Ce sont ceux qui habitent dans le fin fond de la campagne, qui ont que le train pour se déplacer, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément des infrastructures routières. Et quand on parle d'écologie, aujourd'hui, oui, le train, c'est la meilleure solution pour éviter, parce que les bus, c'est très bien, c'est pas cher pour les jeunes pour se déplacer, mais le problème, c'est que on amène de plus en plus de voitures sur les routes. Moi, j'habite sur la région bordelaise, je vous assure que c'est épouvantable. Je n'ai, pour vous donner un exemple, de 6h à 9h du matin pour rejoindre Bordeaux, et j'habite à un quart d'heure en train de Bordeaux, j'en ai un par heure. Et je mets en voiture 1 heure pour faire 7 km. Vous imaginez quand même que les salariés aujourd'hui pourraient se dépatouiller avec le TER, mais seulement, moi je l'ai pris quelques fois, alors le TER, il n'est pas à l'heure. Mais quand vous êtes obligé d'embaucher et que vous avez qu'un train par heure, mais pour embaucher à 8h du matin, vous essayez de prendre celui de 6h, parce que si celui de 7h n'arrive pas, vous n'allez pas gratter. Et que dit votre patron? Pourquoi vous êtes en retard? C'est la SNCF, moi je ne veux pas savoir. Donc aujourd'hui, c'est le dialogue social qui est essentiel, et là, la grève qui est actuellement, à cause d'un poste qui doit être supprimé à Châtillon pour un technicien, regardez la pagaille qui est mise pour tous les Français. Et c'est ça qui est gênant aujourd'hui dans le dialogue social. C'est qu'on ne peut plus discuter autour d'une table. Sud a décidé, puisque c'est eux qui ont appelé à la grève, ils ont décidé de paralyser les Français, alors que c'est quand même plus simple, je pense, de se retrouver autour d'une table et d'essayer de trouver des solutions. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Merci Jean-Marc. Effectivement, 6 TGV sur 10 aujourd'hui et demain qui vont circuler dans l'ouest de la France. Un appel lancé par Sudrail et qui concerne le technicentre de Châtillon. Daphné nous lit bonjour. Le TER qui passe à Alès pour la Lozère, ça dessert les grands lycées, cuisine, hôtellerie, agricole. S'il n'y a plus de train, tout va fermer parce que la Lozère, l'hiver en voiture, dur, à part en 4x4, mais bientôt on sera tous en Zoé. Voilà, elle a de l'humour, Daphné. Mais elle a raison. Malheureusement, c'est vrai ce qu'elle dit.
Ouais. Et puis il faut qu'à un moment donné, on joue on continue de jouer le rôle du service public. Alors bien évidemment, on va privatiser. Alors au gouvernement d'être vigilant sur ces questions et d'essayer d'imposer aux nouvelles sociétés, parce qu'apparemment il y a un découpage qui est fait un peu stratégiquement avec. Sur l'appel d'offres, ça va être les grandes régions ou certaines lignes, etc. Mais on peut pas tout rentabiliser. Et c'est pas possible parce que je suis même pas sûr. Qu'en faisant des économies, certes, on va les faire à la SNCF ou à l'État, mais de l'autre côté, je suis même pas sûr par le comportement, on va faire perdre de la compétitivité à certaines entreprises, à certains salariés parce qu'ils vont arriver plus en retard, etc. Donc moi, je pense que là, il y a des secteurs où il faut que l'État joue son rôle et qu'on ne soit pas dans le tout rentable, parce que c'est pas le but non plus de l'État. Mais comment on en sort de ce... Je ne veux pas dire le mot, mais... en imposant aux sociétés qui vont venir sur le marché, d'abord de se préoccuper de ces petites lignes, en réinvestissant dans les petites lignes avec les régions et avec certains trucs. On a entendu ce que disait Fergan, c'est pas rentable et aujourd'hui c'est la rentabilité. Il faut accepter de perdre de l'argent aussi. La rentabilité, c'est un indicateur qui est intéressant pour savoir si vous satisfaisez des besoins urgents, importants. On ne peut pas tenir ce discours-là, on ne peut pas avoir une France des oubliés, c'est pas possible. Une entreprise qui ne fait que perdre de l'argent, c'est le signe qu'elle ne produit pas grand-chose, qu'elle crame beaucoup plus de richesses qu'elle n'en produit. Donc moi je pense, alors peut-être que si vous voulez subventionner certaines lignes, pourquoi pas, ça se discute politiquement, mais je ne pense pas qu'il faille non plus mépriser cet indicateur de rentabilité qui dit quand même pas mal de choses sur ce qu'une entreprise produit pour la collectivité et la valeur ajoutée qu'elle crée pour tous les... Vous avez raison, monsieur, quand on parle d'une entreprise, sauf que là, la SNCF appartient à la France, elle appartient aux Français, et donc on ne parle pas d'une entreprise en parlant de la France, on parle d'une nation. Et une nation, c'est solidaire. Français, elle est entre les mains d'une classe de bureaucrates sur lesquels on n'a aucun contrôle. C'est ça la définition d'une entreprise publique. Une nation, c'est aussi de la solidarité. Une nation, c'est chaque citoyen vaut autant les uns que les autres. Vous, la société que vous nous dessinez, c'est une France où demain, certains auront les moyens de se soigner dans des hôpitaux très modernes et très cher, de prendre le TGV. On a parlé du transport aérien, monsieur. Diriez-vous qu'après la privatisation... Calmez-vous, je termine. Vous me répondrez après. Donc des Français qui peuvent se soigner dans des hôpitaux très à haute technicité, prendre le TGV pour aller dans les grandes métropoles, bénéficier de la mondialisation. Et à côté, vous aurez des Français qui n'auront plus de train, qui ne pourront plus aller dans les hôpitaux parce que beaucoup de services seront fermés. Il n'y aura plus d'école dans leur quartier. Ils n'auront deux choix possibles, soit aller dans la grande métropole et quitter leurs racines, quitter leur famille, soit rester là et vivre comme des reclus à l'écart de la marche du monde. Eh bien, monsieur, ça, c'est pas tolérable. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas notre République. On tenait le même discours quand on parlait des télécoms. On disait, oh mon Dieu, avec la privatisation des télécoms, les Français ne vont plus pouvoir téléphoner, les plus pauvres ne vont plus pouvoir appeler. Écoutez, ce discours est ridicule aujourd'hui. Même le dernier des communistes n'oserait pas revenir sur l'ouverture à la concurrence des télécoms parce que chacun est témoin que l'ouverture à la concurrence produit des incitations à créer de la richesse pour le plus grand nombre. C'est ce qui ressort du transport aérien. On a parlé du transport aérien tout à l'heure. Est-ce que vous niez aujourd'hui que le transport aérien est devenu très compétitif grâce à la concurrence? Écoutez, je ne sais pas s'il est compétitif, mais il y a deux sociétés qui viennent de mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup déplorent au contraire que le transport aérien est trop compétitif. C'est la preuve que la concurrence c'est le secteur le plus fragile. C'est le secteur le plus fragile. Alors vous prenez un mauvais exemple parce que les compagnies ne cessent de fermer. La concurrence à tout craint. On voit où ça mène. Il y a des passagers qui les gens n'ont jamais pu voyager. Ils sont restés sur le carreau sans aucune indemnisation. Donc ne comparez pas tout et n'importe quoi. Je crois que vous êtes c'est fini. Et on n'aura pas eu le temps de parler du sondage Louis Harris. Les Français sont 91% à faire confiance aux pompiers, suivis des infirmiers et des scientifiques. Plus étonnant, les 4 personnalités qui suscitent de la confiance, le Dalai Lama, puis Michel Simès, puis Jean-Pierre Pernaut et Élise Musset. Il y est dans la liste, il est 28e, ouais, il est dans la... il y a Michel Onfray aussi, très étonnant sondage. Oui, absolument. Merci à tous les 4, on se retrouve demain. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là.